sur l'ensemble des données dont on dispose actuellement. Alors, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de tracer les grandes lignes et de faire un panorama sur l'ensemble des données dont on dispose actuellement. Le choc cardiogénique, avec la possibilité pendant la discussion, si vous voulez, de revenir sur des points qui vous intéressent et qu'on pourra en ce moment éclaircir. Pour traiter notre sujet, on va suivre un plan fait d'une introduction, puis des définitions et quelques données épidémiologiques. On va par la suite essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques du choc cardiogénique avant de détailler la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique pour enfin conclure par des messages clés qui vont nous servir dans notre pratique quotidienne. Le choc cardiogénique est une urgence vitale. C'est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique. Elle représente la forme la plus grave et le stade ultime de l'insuffisance cardiaque. L'infarctus du myocarde étendu ou compliqué représente l'étiologie la plus fréquente de la maladie. Le diagnostic essentiellement clinique, une fois posé, des thérapeutiques adaptées doivent être débutées soudées et que malgré les progrès réalisés dans la compréhension de ces physiopathologies et des approches thérapeutiques, il reste grevé d'une haute mortalité. Le choc cardiogénique est défini comme étant l'incapacité structurelle de la pompe cardiaque à générer un débit sanguin suffisant, permettant aux organes périphériques de survenir à leurs besoins métaboliques. Il en résulte une défaillance circulatoire et par conséquent une baisse du débit cardiaque, une hypotension artérielle et des stigmates d'hypoxie tissulaire dans un contexte de volémie adapté et sans qu'il y ait une altération du tonus vasomoteur, tout ceci avec ou sans signe de congestion. Au fil des années, et comme le montre ce papier publié dans The Journal of American Heart Association, il y a eu différentes études qui ont proposé des définitions au choc cardiogénique. Et toutes ces études s'accordent à dire que pour pouvoir introduire notre patient dans cet ensemble nosologique du choc cardiogénique, on va se baser sur des critères cliniques et des critères hémodynamiques. Alors, on va avoir une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant plus de 30 minutes, ou la nécessité d'un support pour maintenir cette pression au-dessus de cette valeur, une PRAM inférieure à 65 mm de mercure, et des signes d'hypoperfusion périphérique avec une oligurie, une diurèse inférieure à 20 ml par heure, des marbrures, une cyanose, une pâleur, des froideurs des extrémités et des signes neurologiques, bien évidemment, en rapport avec une hypoperfusion cérébrale. Et un profil hémodynamique marqué par un débit cardiaque effondré inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, une PAPO supérieure à 15 mm de mercure, une SVO2 inférieure à 60% et une différence artério-veineuse supérieure à 5,5 ml par décilitre. La nouveauté concernant la définition du choc cardiogénique a été apportée par les données du registre FRANCHOC 2016. L'originalité de ce registre est qu'il ne se restreint pas au choc cardiogénique d'origine ischémique, contrairement à d'autres, comme par exemple dans le registre FAST-MI. Pour être inclus, les patients devaient présenter au moins l'un des critères suivants. Un critère de bas débit cardiaque, comme défini précédemment avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou la nécessité d'être traité par des drogues vasoactives pour maintenir cette pression au-dessus de cette valeur, et ou un débit cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, un critère de surcharge droite et ou gauche, défini soit en se basant sur des critères cliniques, biologiques, échocardiographiques ou sur des données du cathétérisme cardiaque droit, et un critère de malperfusion d'organes défini soit cliniquement, bien par la biologie. Avec cette nouvelle définition, il est alors possible d'intégrer les patients présentant un choc biventriculaire ainsi que ceux ayant une défaillance de droite isolée, des étiologies qui ont été oubliées dans les définitions précédentes du choc cardiogénique. L'incidence exacte du choc cardiogénique est difficile à mesurer. Les données épidémiologiques les plus précises concernent le choc cardiogénique survenant à la phase aiguë de l'IDM. Tout d'abord, il faut préciser qu'environ un tiers des patients présentant un IDM décèdent avant toute prise en charge médicale, ce qui induit à une sous-estimation de l'incidence réelle du choc. L'étude Gusto, qui est une étude prospective randomisée multicentrique, elle rapporte une incidence du choc cardiogénique de 7,2%. Une incidence similaire a été observée dans le registre Worcester et dans l'étude NRMI, qui a été menée entre 1995 et 2004. La nouveauté donc, concernant les données épidémiologiques a intéressé la modification du données du registre, puisque jusqu'aux années 2019, on travaillait avec les données du registre choc, qui lorsqu'on avait un état de choc cardiogénique, on l'attribuait dans 80% des cas à une cardiopathie ischémique. Et très loin derrière, on va trouver quelques cas d'insuffisance ventriculaire droite ou de tamponnade.
Et quand on voit dans le registre Frein-Choc 2019, l'origine ischémique a été identifiée dans seulement 42% des cas. Des arythmies, qu'elles soient à l'étage ventriculaire ou supraventriculaire, dans respectivement 15 et 14% des cas. Et puis, il y a des infections au cours de cette période du Covid dans 14% des cas. Et donc, il y a une modification de l'atmosphère du choc cardiogénique. Certes, la cardiopathie ischémique est toujours là, il faut toujours la guetter et la chercher, mais il n'y a pas que. Et concernant le taux de mortalité des patients en choc cardiogénique, lorsqu'on cherche dans la littérature, on trouve qu'elle varie entre 30 et 60%. Et pour comprendre cette grande variabilité, il y a une pyramide qui a été publiée par Mark Pinton dans Intensive Care Med 46 en 2020 et qui a classé le choc cardiogénique en 5 grades, allant de A jusqu'à E. Le stade A, c'est des patients qui sont at risk, c'est des patients qui sont à risque de développer un choc cardiogénique. Généralement, c'est des patients qui présentent un syndrome coronarien aigu ou bien qui sont en insuffisance cardiaque aiguë. Le stade B, c'est des patients qui sont en entrée de choc ou bien en pré-choc, qui vont avoir des signes, qui vont pas avoir des signes d'hypoperfusion périphérique ni d'élévation du taux de lactate, qui vont avoir une élévation du taux de BNP avec une baisse tensionnelle un peu qui va commencer à s'accélérer. Le stade C, c'est le stade du choc cardiogénique classique qui vont présenter des signes d'hypoperfusion tissulaire, une élévation des taux de lactate qui vont nécessiter l'introduction des agents inotropes et vasopresseurs. Et c'est à partir de ce stade que le taux de mortalité va commencer à s'élever. Et puis, il y a le stade D qui est, si vous voulez, c'est le stade de C aggravé, où on va avoir recours à une escalade dans les drogues vasoactives, avec peut-être le recours à une ventilation artificielle ou encore à une assistance circulatoire. Et donc, arrivant en fin de compte au stade E, qui est le stade du choc cardiogénique réfractaire, qui vont arriver pratiquement au massage cardiaque et qui ne présentent que 1% de l'ensemble des patients au choc cardiogénique avec un taux de mortalité élevé, arrivant jusqu'à 67%. Qu'en est-il des mécanismes physiopathologiques du choc cardiogénique? Physiologiquement parlant, et comme vous connaissez tous, le débit cardiaque est déterminé par le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Et d'un point de vue hémodynamique, il est proportionnel à la pression artérielle et inversement proportionnel aux résistances vasculaires systémiques. Les mécanismes impliqués dans la physiopathologie du choc cardiogénique sont complexes et multiples et vont intéresser l'un des facteurs déterminant la performance ventriculaire et qui sont la précharge, la contractilité myocardique, la post-charge, la synergie de contraction et la fréquence cardiaque. Donc, les 4 mécanismes physiopathologiques qui peuvent intervenir et qui sont le plus fréquemment associés, ils sont représentés par la baisse de la contractilité myocardique, cas le plus fréquent en cas d'IDM avec une nécrose étendue, anomalie de l'écoulement sanguin intracardiaque en cas d'une valvulopathie chronique décompensée, des dysfonctions prothétiques, en cas d'une bradyome, d'une tachycardie extrême ou d'une défaillance ventriculaire droite qu'on va trouver dans 4 situations, à savoir la tamponnade, l'embolie pulmonaire, l'IDM du VD et le pneumothorax. En pratique, la complexité des mécanismes en cause ne permet pas toujours de rapporter un facteur unique la responsabilité des désordres hémodynamiques observés. On va prendre comme type description le choc cardiogénique secondaire à un syndrome coronarien aigu. Donc, dans la description physiopathologique classique, le choc cardiogénique survenant à la phase aiguë de l'IDM est en jeu. Il existe une profonde altération de la fonction systolique du VG, entraînant une réduction du débit cardiaque. Avec une baisse de la perfusion systémique, une hypotension, le tout majorant en un cercle vicieux l'ischémio-cardiaque par une réduction du débit coronaire. Les mécanismes neurohormonaux de régulation, parmi en jeu des catécholamines, du système rénine-angiotensinien et de l'endothéline, ils vont entraîner une augmentation des résistances vasculaires périphériques, ce qui va aggraver encore l'ischémie cardiaque. Donc, dans cette conception classique, le choc cardiogénique est caractérisé par un bas débit cardiaque, une augmentation des pressions de remplissage, une augmentation majeure des résistances artérielles périphériques. Ces données classiques ont été remises en cause par les données hémodynamiques recueillies chez les patients du registre et de l'essai choc. En effet, la résistance vasculaire systémique était en moyenne normale pour ces malades. Par ailleurs, de nombreux patients en état de choc présentaient des stigmates du syndrome de réponse inflammatoire systémique, clinique par une fièvre ou bien biologique par une hyperleucocytose, avec une production importante des cytokines pro-inflammatoires qui vont induire une production massive des peroxydes nitrites et des monoxydes d'azote. Ces molécules de la réaction inflammatoire vont entraîner une diminution de la contractilité myocardique, une vasodilatation intense, expliquant ainsi le profil hémodynamique observé dans les essais chocs. Donc, les médiateurs de réponse inflammatoire pourraient donc jouer un rôle tout à fait central dans le cercle vicieux conduisant à un choc cardiogénique réfractaire. Donc, pour conclure, la physiopathologie du choc cardiogénique survenant dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu, les dysfonctions myocardiques, systoliques et diastoliques secondaires à l'ischémie myocardique, ils vont entraîner d'une part une baisse du débit cardiaque
et d'une autre part, une élévation des pressions de remplissage. Il en résulte donc une diminution de la perfusion systémique et coronarienne associée à un œdème pulmonaire et une hypoxémie qui va aggraver la dysfonction initiale. La vasoconstriction systémique compensatrice est inhibée par une réaction inflammatoire, contribuant à un cercle vicieux amenant à un arrêt circulatoire érodé. Arrivons donc maintenant à la démarche diagnostique qui doit être bien réfléchie et raisonnée, au cours de laquelle on doit reconnaître l'état de choc et évoquer son origine cardiogénique, apprécier sa gravité, distinguer l'origine coronarienne ou non afin de guider nos thérapeutiques et bien évidemment éliminer les autres causes d'état de choc. Donc, l'étape diagnostique s'effectue pendant la phase de stabilisation et de mise en place d'un monitorage cardio-respiratoire. L'approche diagnostique est avant tout clinique. Il repose sur une évaluation rapide des antécédents et des facteurs de risque cardiovasculaire et des signes fonctionnels, puis un examen clinique qui doit être raisonné et ciblé à la recherche des arguments hémodynamiques, respiratoires et neurologiques en faveur d'état de choc, et la réalisation des examens complémentaires biologiques et radiologiques qui ne doivent en aucun cas retarder notre prise en charge thérapeutique. L'examen clinique se veut systématique de type ABCD et vise la confirmation des trois détresses. Hémodynamique, avec une pression artérielle systolique, comme défini précédemment, inférieure à 90 mm de mercure, ou la nécessité d'un support vasoactif pour maintenir cette pression artérielle systémique supérieure à 90 mm de mercure, bien une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, des signes d'hypoperfusion périphérique avec une oligurie, des signes de vasoconstriction cutanée, des signes des sueurs profeuses ou des extrémités pâles et froides, des signes en faveur d'une détresse respiratoire avec une saturation inférieure à 85%, une polypnée, des signes de lutte respiratoire, ou bien des signes neurologiques, notamment une confusion de somnolence en rapport avec une hypoperfusion cérébrale. Notre examen clinique peut aussi mettre en évidence des signes en rapport avec la nature cardiogénique du choc et orienté vers le cœur défaillant. Ainsi, on peut avoir soit des signes d'insuffisance cardiaque droite, dominés surtout par des œdèmes des membres inférieurs, une hépatomégalie, une surchassance des veines jugulaires, des signes d'insuffisance cardiaque gauche avec principalement des rats crépitants, ou des signes communs à une atteinte droite et gauche, et qui sont dominés surtout par des extrémités froides, une cyanose, une orthopnée, un taux de recoloration allongé. Les guidelines de l'ESC 2016 ont permis de classer les patients atteints d'une insuffisance cardiaque en 4 catégories en fonction du degré de congestion et des signes d'hypoperfusion. Ainsi, un patient en choc cardiogénique, c'est un patient qu'on appellera cold and wet, froid et humide. Les examens complémentaires, quant à eux, ils ne doivent, comme précédemment dit, pas retarder la prise en charge du patient et la mise en cours du traitement. Un ECG doit être réalisé immédiatement à la recherche des signes d'ischémie, tout comme des signes évocateurs d'une tamponade, d'un trouble de rythme ou de convulsion. Une radiothorax fait aussi partie du bilan initial seulement s'il est réalisé au lit du malade à la recherche des signes radiologiques d'une insuffisance cardiaque. L'évaluation par imagerie, quant à elle, elle comporte à la fois une échographie cardiaque et pulmonaire qui constitue la pierre angulaire de notre prise en charge. L'ETT doit répondre rapidement à 5 questions. Alors, la première, quel est l'état de la fonction ventriculaire droite et gauche du patient? Quel est l'état valvaire du patient? Est-ce qu'il y a une tamponnade et quel est son retentissement? Et bien évidemment, sans oublier l'étape cruciale de notre évaluation échocardiographique qui consiste en l'évaluation du statut volumique par la mesure du diamètre de la veine cave inférieure et sa variation respiratoire. Elle se substitue en mesure hémodynamique invasive type Swan-Ganz. Et puis, il y a l'échographie pulmonaire qui va nous renseigner elle aussi sur le statut volumique de notre patient grâce à l'étude des lignes A et B. Et à un stade très avancé d'une insuffisance cardiaque, on va avoir un poumon hépatisé comme apparaît sur ces images. Un petit mot sur le cathétérisme droit type Swan-Ganz qui est de moins en moins utilisé depuis l'utilisation large de l'échographie cardiaque. Et les réserverait pourtant au diagnostic s'il y a une discordance entre les données cliniques et échocardiographiques à la surveillance thérapeutique des états de choc complexes, mixtes ou rebelles au traitement. Le bilan biologique, quant à lui, il est large. Il va comporter un dosage des marqueurs cardiaques, des électrolytes avec une urécréate, une gazométrie artérielle qui va contribuer au diagnostic en montrant une acidose métabolique, reflet d'une perfusion inadéquate des tissus, un bilan hépatique, un bilan d'hémostase à la recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée et bien évidemment la mesure du taux de lactate qui a un intérêt pronostic. Donc, d'autres examens peuvent aussi être réalisés en fonction du contexte, notamment la coronarographie en urgence, qui a à la fois un but diagnostique et thérapeutique, une ventriculographie
même s'il est rarement effectué lors d'un état de choc qui va permettre pourtant de confirmer l'effondrement de la contractilité ventriculaire. Et en cas de suspicion d'une embolie pulmonaire grave, un angioscan est disponible immédiatement si l'état hémodynamique, bien sûr, le permet. Sinon, les données échocardiographiques suffisent. Une fois le diagnostic posé, ça va de soi, il faut se poser la question sur la gravité du choc et identifier les patients qui sont à haut risque avec une probabilité de décès élevée à court terme. Un des scores prédictifs de mortalité validé dans les études est celui développé dans l'étude CARD-CHOC qui a permis d'établir un score de risque permettant d'évaluer la gravité et de prédire la mortalité en se basant sur des critères cliniques et biologiques, qui sont l'âge supérieur à 75 ans, la présence d'une confusion à l'admission, une FEVG inférieure à 40%, un taux de lactate élevé et la mesure du débit de filtration glomérulaire. Ainsi, on va distinguer 3 niveaux de gravité. Un score inférieur à 3 qui va correspondre à un risque faible de mortalité de 8,7%, un score qui va varier entre 4 et 5 avec un risque intermédiaire de 36% et un score supérieur à 6 qui va être corrélé à un risque de décès de 77%. Une fois qu'on a reconnu maintenant l'état de choc et qu'on a une idée sur sa gravité, il faut chercher la cause. Et dans ce sens, il faut savoir que le choc cardiogénique peut être inaugural ou survenir sur une cardiopathie connue. L'étiologie la plus fréquente, comme dit précédemment, reste l'IDM, et il convient de noter que seulement 10% des patients avec un syndrome coronarien aigu vont se compliquer d'un choc cardiogénique. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel IDM va se compliquer d'un choc cardiogénique? Pour répondre à cette question, de nombreuses études ont été menées qui ont essayé de préciser les facteurs prédicteurs du développement d'un choc cardiogénique. Et on cite principalement l'étude Gusto et l'étude Goldberg. On va trouver l'âge supérieur à 65 ans, le diabète, un terrain polyvasculaire, la localisation antérieure, un taux élevé de CPK et de lactate comme des facteurs prédicteurs du développement d'un choc cardiogénique en cas d'IDM. Et il convient de noter que cette atteinte myocardique peut être primaire de plus de 40% de la masse ventriculaire. Elle peut être secondaire à une complication mécanique telle une rupture septale, rupture du cordage, de la paroi libre du végétal encore, à des facteurs adjuvants qui peuvent entretenir l'état de choc, soit par un trouble de rythme ou de conduction, une hypoxie ou même une acidose métabolique. Et devant l'association des signes en faveur d'un état de choc et des signes droits, il faut savoir évoquer les 4 situations particulières qu'on connaît tous, à savoir la tamponnade, l'embolie pulmonaire, l'IDM du VD et le pneumothorax. Et voilà donc un tableau exhaustif des différentes pathologies qui peuvent mener à un état de choc cardiogénique, notamment donc une dissection aortique par 3 mécanismes, soit par une fuite aortique massive, une extension de la dissection dans le péricarde et une tamponnade, des valvulopathies régurgitantes aiguës, une obstruction de la voie d'éjection. Donc concrètement, toute cardiopathie est susceptible de mener à un choc cardiogénique. Et d'une façon pratique, on se réfère aux recommandations de l'ESC 2021. Devant un état de choc cardiogénique après avoir stabilisé le patient sur le plan hémodynamique et respiratoire, il faut immédiatement rechercher les causes aiguës qu'on peut regrouper dans le champ PIP et qui sont donc un syndrome coronarien aigu, une urgence hypertensive, une arythmie, une cause mécanique aiguë, une embolie pulmonaire, une infection et une tamponnade, et entretenir rapidement un traitement étiologique. Donc, pour le diagnostic différentiel, il va se faire avec les autres causes d'état de choc, notamment avec les états de choc septiques, le choc hémorragique, hypovolémique et anaphylaxique. Habituellement, c'est le contexte et l'examen clinique qui vont permettre de différencier un choc cardiogénique des autres causes de choc. Par exemple, en présence d'une fièvre, des frissons, d'un foyer infectieux qu'on va individualiser à l'examen clinique, on va être plus orienté vers un choc septique. En présence des signes de déshydratation intra- ou extracellulaire, c'est plus un choc hypovolémique. Et en présence d'un rage cutané, d'un œdème diapnique, d'un bronchospasme, c'est donc un choc anaphylactique. En plus, bien sûr, du profil hémodynamique qui va caractériser chaque état de choc. Par exemple, on va avoir des résistances vasculaires systémiques qui vont être basses avec un débit cardiaque élevé dans le cas des chocs distributifs, à savoir les chocs septiques et les chocs anaphylactiques. Des résistances vasculaires systémiques qui vont être élevées avec un débit cardiaque qui va être cette fois-ci bas dans le cas du choc hypovolémique. Ceci dit, il faut cependant garder en tête la possibilité d'avoir des chocs mixtes, des formes mixtes chez le même patient. Arrivons donc à la prise en charge thérapeutique qui a pour but d'assurer et de corriger les 3 détresses, d'assurer un traitement immédiat de toute cause et des facteurs aggravants.
Cette prise en charge, elle va comprendre trois volets, des mesures générales, un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Il faut garder en tête que time is life et qu'une fois le diagnostic d'un état de choc cardiogénique posé, les thérapeutiques adaptées doivent être débutées sans délai, car tout retard peut entraîner des atteintes viscérales irréversibles. Alors, commençons par la mise en condition avec une position demi-assise ou circonflexe inverse afin d'améliorer le repos veineux. Un abord vasculaire, soit par deux voies veineuses périphériques de gros calibre ou bien par une voie veineuse centrale. Et bien sûr, un sondage vésical pour monitorer la diurèse. Un monitorage cardio-respiratoire fait aussi partie intégrante de la mise en condition. Il peut être soit invasif par une pression artérielle invasive ou non invasive par un électrocardioscope. Alors, pour la prise en charge, il y a un mémo qui est simple, qui est le VIP 3A. Avec V pour ventilation, I pour infusion, P pour fonction pompe et les 3A pour angioplastie, antiarythmique à assistance circulatoire. Retenez ça, c'est très simple, comme ça on va oublier aucun item dans notre prise en charge. Et on déclenche le chrono parce que chaque minute compte en matière du choc cardiogénique. Et en même temps qu'on va installer le VIP, il faut s'acharner à trouver l'étiologie, à trouver et à la traiter. Car la ventilation, infusion et l'amélioration de la fonction pompe cardiaque, tout cela, c'est que des cosmétiques qui vont permettre de gagner de temps et de garder le patient en vie le temps de traiter l'étiologie. Alors, commençons par la ventilation. Il faut se poser la question, est-ce que notre patient est en détresse? S'il n'est pas en détresse respiratoire, on peut accepter jusqu'à 92-93% de SPO. Si le patient a une saturation inférieure à 91, à ce moment, il faut envisager une oxygénothérapie, soit par des lunettes ou bien par masque à haute concentration. Et si les choses se déroulent bien, on va continuer comme ça jusqu'au moment où on va le sevrer. Si par contre, on a une détresse respiratoire, alors à ce moment-là, on aura trois situations. La première étape, c'est de lui mettre une CPAP. La deuxième, une fois en réanimation, on va lui faire une gazométrie et mesurer notre pression artérielle en oxygène et la PSO2. On va la tolérance neurologique, cette détresse respiratoire, et en fonction de la situation, soit qu'on va continuer avec la CPAP ou bien avec la BiPAP. S'il y a une aggravation, il faut aller vers l'intubation orotrachéale. Alors, un message très important, c'est qu'il ne faut pas aller ni trop vite ni trop tard. L'intubation et la mise sous respirateur doivent respecter un timing. C'est une décision qui est sécurisée, dans laquelle il n'y a pas que les chiffres de la PO2 et de la PSO2. Il y a aussi la tolérance du patient et la capacité de pouvoir intuber le patient à tout moment dans de bonnes conditions. Alors, on a ici les recommandations de l'ESC 2021 avec une oxygénothérapie si la SPO2 est inférieure à 90%, bien une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure. C'est un niveau de recommandation 1C. Une ventilation non invasive doit être considérée si détresse respiratoire avec une fréquence respiratoire supérieure à 25 cycles par minute ou bien une SPO2 inférieure à 90 mm de mercure. Elle doit être débutée le plus rapidement possible afin d'éviter le recours à une intubation orotrachéale. Et l'intubation qui est recommandée si persistance d'une détresse respiratoire malgré l'oxygénothérapie et la VNI. Donc, le VIP 3A, c'est pour infusion, bien pour intraveineuse fluide. Il faut toujours rester euvolémique. Il ne faut pas rater ce critère parce que c'est malheureux de commencer à mettre des drogues et de monter en drogue alors que le patient est hypovolémique. Donc, l'évaluation de la volémie, elle va se faire en se basant sur des éléments cliniques et échocardiographiques. Et on sera donc devant deux situations. Soit que notre patient est en surcharge, dans ce cas, il faut avoir recours aux diurétiques, ou bien que notre patient est hypovolémique. Et donc, on procède à un test de remplissage par 200 cc du ringère lactate ou bien du sérum salé 9 pour 1000 étalé sur 15 à 30 minutes. Et puis, par la suite, on va réévaluer notre pression artérielle. Si persistance toujours d'une hypotension artérielle, dans ce cas, on va avoir recours à des drogues vasoactives. Le complément du remplissage, si vous voulez, c'est la fonction rénale. Parce que 13 jusqu'à 28% des patients en choc cardiogénique vont faire de l'insuffisance rénale. Et 20% parmi eux vont nécessiter le recours à une dialyse, qui va être indiqué lorsqu'on va avoir une diurèse qui est inférieure à 0,5 cc par kilo pendant plus de 12 heures. Et puis, quand on a des éléments inquiétants, d'hyperkaliémie sévère, des acidoses sévères, bien quand on trouve du mal à corriger, des signes de surcharge qui sont très importants. Et arrivons donc au P de notre VIP, qui va consister à assurer la fonction pompe cardiaque.
Et donc, on va avoir recours à des drogues inotropositives et des vasopresseurs. Pour les agents inotropositifs, on dispose essentiellement de 3 molécules qui vont agir par plusieurs mécanismes. Donc, on dispose de la dobutamine qui reste le traitement de choix. C'est un sympathomimétique de synthèse qui va se lier au récepteur bêta-adrénergique à l'adénocyclase, qui va permettre de transformer l'ATP en AMP cyclique, qui va activer la protéine kinase et donc va favoriser l'entrée du calcium du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Pour les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 3, alors on dispose de la midrinone et de l'énoxymone. Leur mécanisme d'action va impliquer une inhibition de la phosphodiesterase cardiomyocytaire, entraînant ainsi une accumulation intracellulaire de l'AMP cyclique, améliorant ainsi l'inotropisme cardiaque. Et l'efosimondon, quant à lui, c'est un sensibilisateur calcique dont l'effet inotrope passe par une stabilisation de la liaison troponine C-eucassant, prolongeant ainsi l'interaction actine-myosine. Donc, c'est un tableau qui va résumer, si vous voulez, les mécanismes d'action et les propriétés pharmacologiques des différents inotropositifs dont on dispose. Et la dopexamine, elle n'est plus utilisée vu le risque arythmogène qui est très élevé. Donc, il faut garder pourtant en tête que c'est des médicaments qu'on va utiliser avec la dose la plus faible possible et pendant la durée la plus faible possible. Car certes, c'est des molécules qui vont améliorer le débit cardiaque et la contractilité myocardique, mais qui vont en contrepartie exposer un risque majeur d'arythmie et qui vont entraîner une augmentation des besoins myocardiques en oxygène. Donc, différentes études ont été menées visant à comparer ces 3 inotropes. Il y a l'étude Survive qui a été publiée en 2016 sur l'International Journal of Geography, of Cardiology, et qui a trouvé que sur 1327 patients, le lévosimontan n'a pas réduit le taux de mortalité à 6 mois par rapport à la dobutamine. La midrinone n'a non plus pas montré de supériorité sur tout ce qui est mortalité intra-hospitalière et recours à l'assistance circulatoire par rapport à la dobutamine. Les recommandations d'experts ne retiennent donc ni le lévosimontan ni les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3 comme substance de première intention dans le choc cardiogénique. Toutefois, une perfusion de ces deux molécules peut être considérée chez un patient bêta-bloqué si l'effet des bêta-bloquants participe à l'hypotension et à l'hypoperfusion périphérique. Donc, pour les vasopresseurs, nous avons à notre disposition la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. L'étude SOAP2 a comparé la dopamine à la noradré dans une population hétérogène de patients. Elle a prouvé que l'utilisation de la noradré en première intention était associée à une amélioration significative de survie en comparaison à la dopamine. C'est pourquoi la dopamine n'est plus recommandée en première intention. Ou encore cette étude qui a montré qu'on aura moins de choc cardiogénique réfractaire avec la noradré qu'avec l'adré, et donc la noradré reste le vasopresseur à utiliser en première intention. Maintenant, si l'association inoppresseur-inodilatateur est envisagée, la combinaison dobutamine-noradré semble devoir être préférentiellement utilisée. Dans le seul essai randomisé comparant l'association dobutamine-noradré à l'adré, dans des chocs cardiogéniques en réanimation, l'équipe de Gérard a retrouvé un effet comparable dans les deux groupes concernant les paramètres macrohémodynamiques, à savoir la correction de la pression artérielle et de l'index cardiaque. Par contre, les auteurs observaient une augmentation de la lactatémie. La perfusion d'organes évaluée par des marqueurs indirects, soit par la durase ou bien par l'excrétion de la CO2 de la muqueuse gastrique, était significativement abaissée dans le groupe adré. Cette étude confirmait en outre une majoration de la tachycardie de 15 à 20% dans le groupe adré. Et comme on a tout l'intérêt à utiliser pour le même résultat, l'association est la moins tachycardisante. Donc, les auteurs ont conclu que l'association dobutamine-noradré était préférentielle à l'adré. Donc, pour résumer à propos des drogues, la dobutamine reste l'inotrope à utiliser en première intention. La noradré, c'est le vasodilatateur à utiliser en première intention. Chez un patient qui est déjà sous bêta-bloquant, le lévosimontan et l'énoxymone les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 3 peuvent être utilisés. Pour les autres molécules, l'adré, la dopamine et la vasopressine ne sont plus utilisés en pratique. En matière du choc cardiogénique, bien évidemment. Alors, si on se trouve face à un choc cardiogénique réfractaire et que malgré l'utilisation optimale des inotropositives et des vasoconstricteurs, ça n'a pas marché, on aura dans ce cas recours aux moyens d'assistance hémodynamique mécanique qui vont permettre de pallier le cœur défaillant. Les classifications de l'assistance ventriculaire sont nombreuses et parfois complexes. Elles peuvent être définies par le type du ventricule assisté, ventricule gauche ou ventricule droit, leur situation intra- ou extra-corporelle, le type du flux pulsatile ou continu et leur indication transitoire ou au long cours.
On va commencer tout d'abord par l'ECMO, puisqu'elle constitue l'assistance hémodynamique mécanique de choix, comme a été prouvé dans les différentes études comparant les différents systèmes d'assistance circulatoire. Donc, l'ECMO, qui peut être avisé de suppléance respiratoire exclusive en utilisant un circuit véno-veineux ou suppléance cardio-respiratoire en utilisant un circuit véno-artériel appelé aussi le CLS, extracorporeal life support. Dans ces situations d'urgence, l'ECMO est implanté par une voie périphérique avec une cannulation des vaisseaux fémoraux, soit par une voie percutanée exclusive ou bien par un abord chirurgical. La canule veineuse est glissée au travers de la veine fémorale puis dans la veine cave inférieure jusqu'au niveau de l'oreillette droite et la canule artérielle va être insérée jusqu'au niveau de l'aorte thoracique ascendante via l'artère fémorale. Afin d'éviter une ischémie du membre inférieur, un cathé de perfusion de l'artère fémorale superficielle est le plus souvent branché en dérivation sur le circuit artériel. Le seul problème avec l'ECMO, c'est qu'on va injecter en rétrograde au niveau de l'artère fémorale. Et donc, on peut créer une déférence ventriculaire gauche puisqu'il y aura une compétition entre le flux natif gauche qui est antérograde et le flux rétrograde de l'ECMO. Et ce qui peut aboutir à une dysfonction ventriculaire gauche et un OAP. Donc, il faut décharger le VG. Et c'est pour cela qu'il y a des techniques combinées. Pour le système IPLA, c'est une assistance ventriculaire gauche transitoire à débit continu qui va fonctionner grâce à une pompe axiale rotative qui va prélever le sang dans le VG à travers la valve aortique et va le réinjecter au niveau de l'aorte ascendante en regard des ostia coronaires. Elle peut être implantée par voie percutanée ou bien par voie chirurgicale, permettant ainsi des débits jusqu'à 5 litres par minute en fonction du type de la pompe utilisée. Alors, le système IPLA permet une assistance circulatoire antérograde avec une décharge ventriculaire gauche systolo-diastolique. Elle est la seule assistance circulatoire mécanique temporaire disponible à ce jour à réunir ces deux conditions. Cependant, elle n'est pas dénuée de complications avec un risque d'hémolyse, de saignement, d'infection et de traumatisme vasculaire. L'Imprestati, qui est une étude randomisée ayant comparé le ballonnet de contre-pulsion intra-aortique et l'Impella dans le choc cardiogénique ischémique, elle n'a pas retrouvé de bénéfice quant à l'utilisation de l'Impella en termes de mortalité à 30 jours et qui a été de 52% dans le groupe ballonnet de contre-pulsion intra-aortique et 46% dans le groupe Impella. Le même résultat a été publié dans une étude de rétrospective avec apparemment en comparant l'Impella CP ou 2.5 au ballonnet de contre-pulsion intra-aortique. Et quand on compare l'ECMO et l'Impella, il n'y a pas vraiment de différence en termes de mortalité à 30 jours. Alors que ce soit pour l'Impella ou bien pour l'ECMO, on est devant le même niveau de recommandation de B pour un niveau de preuve C. Pour le ballonnet de contre-pulsion intra-aortique, il est très connu et largement utilisé depuis les années 1960. C'est un dispositif qui est mis en place par voie percutanée en salle de cathé. L'inflation permet une meilleure perfusion coronaire en augmentant la pression diastolique et la déflation rapide en systole va diminuer la post-charge du VG, donc il va faciliter le vidage. Toutefois, il convient de mentionner que les données issues de la littérature quant à son efficacité sur la mortalité sont mitigées suite aux résultats récents de l'essai EIBP Shock 2, qui n'a pas montré de bénéfice en termes de réduction de morbimortalité avec une augmentation de la morbidité induite par les complications vasculaires ou neurologiques sur un collectif de plus de 600 malades. Cette procédure a été déclassée dans les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie, devenant classe 3A. Toutefois, elle garde sa place dans les complications mécaniques du TM en attendant d'une chirurgie avec un niveau de preuve C dans un niveau de recommandation de A. Ce tableau donc, qui va montrer les différentes études qui ont été menées, qui ont visé à comparer ces trois systèmes d'assistance circulatoire, à savoir l'ECMO, l'Impella et le ballonnet de contre-pulsion intra-aortique. Et comme on voit clairement, donc, il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité à 30 jours entre ces trois techniques d'assistance circulatoire. Donc, un petit mot sur le cœur artificiel total, CARMAT, qui a été développé par Dr Alain Carpentier. Donc, c'est quoi le principe? Le chirurgien, il va laisser en place les oreillettes, il va connecter avec des ventricules automatiques. Et contrairement à une transplantation cardiaque, l'implantation lanculaire artificielle ne présente aucun risque de rejet par le système immunitaire puisqu'il s'agit de matériaux biologiquement inertes. Donc, l'assistance circulatoire va permettre, comme bien dit précédemment, elle va permettre de rétablir une perfusion systémique corrigeant la dysfonction d'organes tout en déchargeant le VG en optimisant la perfusion myocardique. Toutefois, elle s'inscrit le plus souvent dans un projet de temps
soit donc un pont à la récupération, bridge to recovery. C'est le cas des myocardites fulminants, d'une intoxication sévère ou cardiotrope, ou dans le cas des orages rythmiques en phase aiguë d'un infarctus du myocarde, par exemple. Ou bien, dans le cas où la récupération n'est pas envisageable, ces assistances permettent, en l'absence de contre-indication, d'amener le patient vers une transplantation à l'arc cardiaque, un pont vers la candidature, ou bien vers une assistance circulatoire à long terme. Donc, pour le traitement étiologique, quant à lui, il va constituer la pierre angulaire de notre prise en charge thérapeutique. Le traitement étiologique de l'infarctus du myocarde, compliqué du choc cardiogénique, consiste à obtenir une reperméabilisation de l'artère occlusive le plus rapidement possible. Cela a été clairement démontré par l'essai choc et on randomisait 302 patients en deux groupes bénéficiant soit d'une revascularisation immédiate, soit d'un traitement initial médical de stabilisation. Cet essai a montré un bénéfice de survie dans le groupe traité par revascularisation immédiate. Ces données ont été confirmées par l'analyse du registre américain des infarctus, montrant que pour les 10 dernières années, une augmentation importante du nombre d'infarctus en choc cardiogénique bénéficiant d'une revascularisation immédiate et l'amélioration parallèle du pronostic. Et puis, si on va décider maintenant de faire une angioplastie, donc la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut tout faire ou bien n'ouvrir que l'artère coupable? Et là, c'était la contribution de Ciel, soit dans l'étude Neige 2017 et qui a repris son travail en 2018 pour voir où sont devenus ses patients un an après. Et là, c'est clair, quand on a un choc cardiogénique, il faut traiter l'artère coupable et ne pas prolonger la procédure, que ce soit en termes de mortalité primaire ou bien de recours à la dialyse. Et la différence est claire entre ceux qui ont une revascularisation de l'artère coupable ou bien ceux qui ont eu une revascularisation plus large. Et donc, une angioplastie primaire est recommandée dans les 2 heures en première intention. La chirurgie peut être indiquée en cas d'échec d'angioplastie ou de complications mécaniques. Elle va consister en un pontage aortocoronaire avec une correction des dégâts mécaniques par une fermeture d'une communication interventriculaire ou bien par une plastie mitrale. Si la fibrinolyse permet de réduire l'incidence du choc cardiogénique en cas d'infarctus, elle a toutefois été démontré qu'elle perdait une grande partie de son efficacité lorsque le choc cardiogénique est déjà constitué. La pression de perfusion coronaire étant alors insuffisante pour permettre au fibrinolytique d'agir, et donc elle est à considérer si revascularisation, elle n'est pas disponible. Et en cas d'échec de revascularisation, les patients peuvent bénéficier d'une assistance circulatoire provisoire en attendant une éventuelle récupération spontanée ou une transplantation cardiaque. Pour le NSTMI, selon les dernières recommandations de l'ESC 2021, en cas de très haut risque, la stratégie de revascularisation immédiate doit être entreprise en moins de 2 heures. Et donc, la seule thérapie qui semble efficace en cas de choc cardiogénique, c'est la revascularisation coronaire, comme a été prouvé dans les différentes études qui ont été menées. Maintenant, en présence d'un trouble de rythme, il faut le réduire, d'autant plus que c'est des patients chez qui on va mettre des assistances circulatoires et donc qui doivent rester en rythme sinusal. Pour cela, il y a des drogues anti-arythmiques, donc la cardioversion électrique, le pacemaker et les procédures d'ablation. Et on trouve de plus en plus de papiers qui sortent sur l'ablation en extrême urgence, donc on va mettre une assistance et on fait une ablation. L'ivabradine, quant à elle, elle entre aussi en liste. Alors, il y a ce papier qui a été publié en 2019 et qui va mentionner que l'ivabradine en association avec la dobutamine et la noradrénaline va améliorer l'hémodynamique, la SVO2, mais comme vous le savez tous, on ne dispose que de la voie orale et comme le digestif est hypoperfusé, donc il faut vraiment se poser la question sur son intérêt. Alors, en cas d'embolie pulmonaire, il est recommandé, comme vous le savez tous, de commencer par une anticoagulation par une HNF, par voie intraveineuse sans délai. Un traitement thrombolytique est recommandé. Une embolectomie pulmonaire chirurgicale est recommandée lorsque la thrombolyse à contre-indiquement n'a pas été efficace. Et un traitement percutané par cathétérisme droit doit être envisagé comme une alternative à l'embolectomie pulmonaire chirurgicale chez les patients chez qui une thrombolyse systémique à pleine dose et contre-indiquement n'a pas été efficace. Donc, pour les autres étiologies, lorsqu'il s'agit généralement d'une valvulopathie, le plus souvent, on va procéder à un remplacement valvulaire. Alors, pour les tamponnades, une ponction péricardiaque, une simple soustraction de 20 jusqu'à 50 ml va permettre une nette amélioration hémodynamique. Donc, pour la dissection aortique, c'est généralement un chirurgical qui va consister en une reconstruction de l'aorte grâce à un greffon prothétique. Et pour les CMD au stade terminal, le seul traitement, comme on connaît tous, c'est la transplantation cardiaque.
Et bien sûr, sans oublier la prise en charge des défaillances multiviscérales et des complications de déguibuleuse. Pour la surveillance, l'évolution et le pronostic, donc les éléments de surveillance, selon les recommandations de l'American Heart Association, dont le management du choc cardiogénique, elle va recommander une surveillance continue de l'électrocardioscope, de la saturation et de la fréquence respiratoire, de la pression artérielle, la pression veineuse centrale, une surveillance horaire de la diurèse. Lactates, ils vont être mesurés toutes les heures à 4 heures. Un BHU et un NFS vont être réalisés toutes les 12 à 24 heures. L'évolution, elle va dépendre étroitement de l'étiologie du choc cardiogénique, de sa réversibilité et de la précocité du traitement. Alors, pour le pronostic, les études qui se sont attachées à déterminer les facteurs prédictifs d'une évolution défavorable dans le choc cardiogénique se sont encore une fois souvent limitées à des cohortes de patients atteints d'un syndrome coronarien aigu. Les deux grandes cohortes de patients atteints d'un infarctus du myocarde, à savoir le gusto et le choc, ont donné lieu à une analyse des facteurs prédictifs d'évolution défavorable et ces deux études s'accordent pour retrouver l'âge supérieur à 75 ans, un état de choc à l'admission, la présence de signes cliniques d'atteinte d'organes, d'hypoperfusion, une lésion cérébrale post-anoxique, une hypotension, le statut après pointage aortocoronarien, un infarctus du myocarde non inférieur, un taux de créate élevé, une FEVG inférieure à 28% comme facteur prédictif de mortalité en matière de choc cardiogénique. Et je vais finir donc par cet arbre décisionnel qui a été publié dans l'ESC 2021 concernant le management d'un patient en choc cardiogénique. Donc, face à un choc cardiogénique, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est devant une cause ischémique avec ou sans complications mécaniques ou pas? Alors, s'il s'agit d'une cardiopathie ischémique, il faut faire une angioplastie en urgence, avec ou sans traitement chirurgical. Et s'il s'agit d'une cardiopathie non ischémique, dans ce cas, il faut l'identifier et traiter la cause. En même temps, on va mettre en place immédiatement nos traitements symptomatiques, assurer une bonne oxygénation, introduire les inotropes et les vasopresseurs, et si choc réfractaire, mettre une assistance circulatoire. Si amélioration de l'état hémodynamique, il faut sevrer le patient des drogues et de l'assistance circulatoire et continuer notre traitement étiologique et optimiser notre traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Si le cas échéant, le patient est toujours instable, dans ce cas, on va continuer avec une assistance circulatoire. Et en fonction de la récupération de la fonction cardiaque, de l'état neurologique et du fonctionnement des organes cibles, on va se trouver devant trois situations. Soit on va avoir une persistance d'une souffrance neurologique et d'une atteinte irréversible des organes. Dans ce cas, on va procéder au retrait de l'assistance circulatoire et à des soins palliatifs. Si par contre, on va avoir une amélioration de l'état cardiaque et neurologique, dans ce cas, on va sevrer le malade de notre assistance circulatoire. Et si par contre, le cœur est toujours défaillant, mais que le patient a été stabilisé sur le plan neurologique et qu'il n'y a pas d'atteinte d'organes, dans ce cas, on va évaluer s'il y a une contre-indication à la transplantation cardiaque. Alors, si elle est présente, on va évaluer s'il est potentiellement réversible. Si c'est le cas, on va avoir recours à une assistance mécanique au long cours, le temps de rendre possible la transplantation cardiaque. Donc, alors, en guise de conclusion, le choc cardiogénique, c'est une situation d'urgence qui relève d'étiologies multiples, dont la plus fréquente représentée par l'IDMS compliqué. L'enjeu réside donc principalement dans le diagnostic précoce, l'initiation rapide des mesures de réanimation et le traitement étiologique. Et la prise en charge optimale doit être organisée en réseau de soins, centrée sur un cardiaque choc ceinture de référence. Et merci pour votre attention. Merci, docteur Hana. C'est quoi ton nom? C'est Hana. Oui, Hana, mais le nom. On dit c'est le prénom. Sharif. Oui, docteur Sharif. Très bien, bravo. Donc, effectivement, tu as fait le tour. Maintenant, c'est la question